Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes plus de 200 ce soir à avoir mis de côté le désordre du monde, la fête foraine pour venir écouter de la poésie, et ça va faire beaucoup de bien à tout le monde. Toute l'équipe de Démo et Débat est heureuse de vous accueillir pour cette soirée qui boucle en poésie et en beauté notre saison 25-26. Nous allons accueillir dans quelques minutes Rima Abdul-Malak qui va nous présenter cette session thionvilloise de son Rima Poésie Club. Mais je voulais vous dire quelques mots avant. Cette 8e saison a démarré en septembre dernier avec l'écrivain et éditeur Adrien Bosc. Et au fil des mois, nous avons exploré les intelligences avec Daniel Andler et Martin Giorfa, érotisé le sensible avec Aurore Vincenti, rêver à une autre Amérique avec Anne Désine, Ran Alevi Kolstengler, tout en marchant des pas de Philip Roth avec Mark Wetzmann. Nous avons chéri le compromis avec Anne Fontenot, touché le visage de la nuit avec Cécile Coulon, exploré les faits divers avec Philippe Artière, Philippe Godin, Thierry Moser et Valérie Ritzenthaler, et aussi joué à l'espion avec Vincent Crouzet. Nous avons passé un soir à Varsovie avec Eva Bester, Kinga Wierzykowska et la revue Cometa, puis plus tard, traversé les forêts vosgiennes et norvégiennes avec Michel Munier. Nous avons parlé d'éducation et de santé mentale avec Grégoire Borst et Nathalie Demongeau, défendu la laïcité avec Rachid Benzine, Pierre Bertinotti, Yanis Roder et Nathalie Wolf, fêter les 90 ans du Front Populaire avec Alexandre Courban et les 10 ans des éditions Agulot avec Sébastien Vespizer, avant de débattre de notre modèle social avec Anouché Carvar, Mathieu Lefebvre et Gilles Raveau. Une année bien remplie, et nous voici ce soir ici à Puzzle pour ce Rima Poésie Club. Je voudrais remercier nos partenaires, la ville de Thionville, remercier les nombreux élus présents, à commencer par Jacques-Yves Gott, l'adjoint à la culture, remercier le Crédit Mutuel des enseignants de la Moselle, notre partenaire, remercier l'équipe de Puzzle, sa directrice Isabelle Personeni, qui nous accueille ce soir dans ce beau lieu de culture, et vous remercier, vous, cher public, pour votre présence et votre soutien, votre curiosité et vos enthousiasmes, le public, les divers publics qui nous suivent ici ou là depuis 2018. Et quand je dis nous, c'est toute l'équipe de Démo et Débat qui fait que tout cela existe, avec nos petits rubans rouges autour du cou. Vous pouvez nous retrouver facilement dans la salle. Venez nous voir et nous parler, on adore ça. Comme à chacune de nos soirées, il y a un bar qui sera ouvert tout à l'heure, avec la possibilité de manger des petites choses. Je crois qu'il y a des hot dogs végé et pas végé. Comme à chaque fois, il y a une librairie éphémère. Ce soir, elle est tenue par la librairie La Cour des Grands de Metz. Vous trouverez les livres de nos invités qui se feront un plaisir de vous les dédicacer. Les livres et également un des albums de notre pianiste Marie Sigal. Comme à chaque fois, vous pouvez adhérer à notre association, c'est un peu plus loin. Et comme à chaque fois, il y a aussi un chapeau qui passe à la fin. Il y a plusieurs chapeaux même. Et nous vous remercions par avance de votre libre contribution. Une obole qui est utile et nécessaire au financement et à la diversité de notre programmation. Je voudrais terminer en vous annonçant la date de notre événement de rentrée. Rendez-vous ici à Puzzle le vendredi 4 septembre pour un grand entretien avec Charlotte Casiraghi, autrice de La Fêlure, publiée en ce début d'année chez Julliard, un livre où se croisent Marguerite Duras et Colette, Anne Dufourmentel, Virginia Woolf, Cesare Pavese, Roberto Roarose ou Clara Isé. Réservez cette soirée, on va ouvrir le lien de réservation dans quelques jours. Elle devrait être aussi belle et magique que celle qui vient de s'ouvrir. Place maintenant à d'autres mots que les miens. Place à la poésie, à la musique, avec Rim Batal, Cécile Coulon, Louis-Philippe d'Alembert, Alix Loral et le piano de Marie Sigal. Et pour ça, je vous demande d'accueillir sur cette scène Madame Rima Abdul-Malak. Merci beaucoup Pascal. Bonsoir à tous et à toutes.
Merci d'être aussi nombreux pour la poésie. J'arrive tout droit de Beyrouth, puisque maintenant je vis au Liban, où je dirige un magnifique journal qui a 101 ans d'histoire, qui s'appelle L'Orient le jour. Et évidemment, nos journées et nos nuits sont assez bousculées, secouées depuis 3 mois à cause de la guerre qui a repris, pas seulement chez nous, mais dans l'ensemble du Moyen-Orient. Donc ça fait un bien fou de s'extraire de ce contexte, d'arriver en Moselle et de retrouver des visages souriants pour partager la force de la poésie ensemble. Finalement, le pouvoir des mots dans un journal comme le pouvoir des mots d'un poème, c'est un peu le même combat, le même fil rouge. Et je sais qu'ici, à Thionville, c'est aussi le cas entre le festival Polythéa, où j'avais failli venir quand j'étais ministre. C'était annoncé tout partout. Et puis, je ne sais plus pour quelle raison je n'avais pas pu venir. Ne nous rappelons pas de cette époque. Maintenant, c'est une autre vie. Et finalement, ça a encore plus de sens, je trouve, de venir en tant que directrice d'un média, et d'un média qui est un des rares médias indépendants du Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'on n'a aucun financement, ni de parti politique, ni de monarchie du Golfe, et que nos journalistes ont une totale liberté de parole. Et au fond, ça rejoint notre combat aussi ici, pour que circulent les idées, pour que le sens du dialogue et du partage de débats, de nuances, de confrontations, de points de vue puisse se faire dans un cadre à la fois apaisé, démocratique, parce qu'on en a vraiment besoin. Donc des lieux comme celui-là, des festivals comme Polythéa, et surtout la présence d'un public aussi attentif et curieux que vous, c'est tout ça qui nous fera tenir pour pas lâcher ces combats-là. Donc merci à vous. Souvent, on me demande pourquoi la poésie, comment ça arrivé dans ta vie, d'où ça vient. Peut-être vous connaissez l'histoire, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais vous la raconter. Ça a démarré dans mon enfance au Liban, parce que j'ai grandi au Liban pendant la guerre civile. Et dans la famille de ma mère, il y avait un oncle qui déclamait de la poésie selon une tradition au Liban qui s'appelle le zajal. C'est une forme improvisée de poésie qui souvent se passe lors de repas de famille ou de célébrations comme des mariages, etc. Et donc moi, j'attendais avec impatience le repas du dimanche. Et c'était un moment où on arrivait à oublier les horreurs de la guerre, s'extraire de cette noirceur. Et on était suspendu aux lèvres de cet oncle qui, entre 2 mésés et 2 verres d'arak, chopait les mots comme il virevoltait et partait de nos conversations et improvisait de la poésie. Et ça a toujours été pour moi une rencontre orale, la poésie, qui se partage à plusieurs, si possible en mangeant, que ce soit des hot dogs ou des mésés libanais. Et j'ai toujours essayé de reproduire ça, finalement, les dimanches de mon enfance. Donc, au fond, le Rima Poésie Club, c'est ça. Donc, bienvenue à la table de mon oncle. Au tout début, donc j'étais ministre de la Culture et je m'étais dit je dois faire quelque chose pour incarner mon amour de la poésie autrement qu'en distribuant des subventions, ce qu'on faisait déjà. Et donc j'ai décidé d'ouvrir les portes du ministère de la Culture rue de Valois à des poètes pour qu'ils partagent leurs textes. Et j'ai invité des jeunes du Pass Culture. Ça a commencé comme ça, il n'y avait que des jeunes dans la salle. Ce n'était pas annoncé au public, ouvert au grand public. C'était uniquement pour les jeunes du Pass Culture. Et d'ailleurs, je suis très émue parce que la première soirée qu'on avait faite, il y avait Cécile Coulon et Rim Batal. Et on s'est jamais retrouvés dans cette configuration. Donc, je suis très heureuse que vous soyez là ensemble parce que c'est le revival des débuts. Et après, je suis partie du gouvernement. Après un petit temps de respiration, j'ai eu un coup de cœur pour un lieu à Paris qui s'appelle le Consulat Voltaire, qui est une ancienne station électrique transformée en lieu culturel. Et c'est là-bas que j'ai installé tous les 3 mois un rendez-vous qui est le Rima Poésie Club. Ce nom, je l'assume complètement comme un clin d'œil au Jamel Comedy Club, même si on ne va pas beaucoup vous faire rire, quoique.
On va essayer un peu, mais c'est l'idée d'un autre rapport aux mots qu'un rapport sacralisé d'une salle de théâtre. On est assis dans des beaux fauteuils rouges. Le Poésie Club, c'est autre chose. Voilà. Donc, au Consulat Voltaire, c'est un lieu un peu foutraque, moins propre qu'ici. Mais ici, même si c'est propre, on va en faire quelque chose d'un peu foutraque malgré tout. Et pour que vous sachiez, on ne répète pas avant. Les musiciens savent quelques heures avant quels sont les textes qui vont être lus et tout est plus ou moins improvisé avec comme principe que chaque poète ou poétesse lit lui-même ses textes parce que souvent la poésie est lue par des comédiens, des comédiennes dans plein d'événements que je connais qui sont très bien par ailleurs et ces acteurs font un magnifique travail de transmission de ces textes, mais moi je tiens absolument à ce que vous rencontriez en chair et en os les poètes et les poétesses et que ce soit eux qui lisent avec leur voix, leur respiration, leur rythme, leur musicalité, leur univers. Je tiens aussi à chaque fois à ce que le Poésie Club soit ouvert aux 4 vents du monde et que vous entendiez des auteurs, des autrices issus de différents horizons, différents coins de la France, différents coins du monde et que vous entendiez différentes langues. Donc pour ceux qui pourraient venir à Paris tous les 3 mois, comme ça vous découvrirez aussi des langues différentes à chaque fois parce que pour moi c'est très lié au sens de la poésie qui est une terre d'hospitalité, une terre d'accueil en elle-même. Donc voilà, ce soir aussi vous entendrez un peu d'arabe, un peu de créole et que sais-je, peut-être des surprises. Est-ce que j'ai tout dit? Parce que je n'ai pas tout noté. Mais oui, je voulais vous rappeler qu'à la fin, nous aurons des petites tables de dédicaces parce que c'est très important d'acheter de la poésie et de lire après chez vous les textes que vous aurez entendus ici. Et si en plus vous avez une dédicace d'un poète ou d'une poétesse de ce soir, alors là, c'est le meilleur cadeau possible. En ce qui me concerne, j'ai vu qu'il m'avait mis une table. Or, j'écris très très peu. Mais il se trouve que j'ai écrit un texte dans un petit livre de poche qui s'appelle Le Pays Blanc, dédié à l'UNICEF pour soutenir des actions en faveur des enfants du Liban. Alors, ce livre, on l'a fait après la guerre de l'automne 2024, avec une quinzaine d'auteurs et d'autrices qui sont, eux, des vrais écrivains. Et malheureusement, le temps qu'il sorte, une nouvelle guerre est arrivée et donc les actions de l'UNICEF sont d'autant plus nécessaires. Et donc non seulement vous lirez des très beaux textes d'auteurs liés au Liban, libanais eux-mêmes ou ayant une relation forte avec le Liban comme Sor Chalandon, et en plus vous ferez une bonne action puisque une partie des ventes de ce livre servent à aider l'UNICEF au Liban. Voilà, je termine là ma page de publicité pour ces actions qui me tiennent très à cœur. Et je vais demander à Marie Sigal de nous rejoindre. C'est notre formidable pianiste. Bonsoir Marie. Alors Marie, elle est originaire de Toulouse. Au début de son parcours, elle se dit qu'elle va devenir psychologue. Elle commence des études de psychologie et puis elle bifurque. Elle bifurque vers la musique, vers la composition, vers le piano. Et elle est aussi poétesse. Elle écrit et guettez son nom parce qu'un jour sortira prochainement un recueil. Il faudra se ruer pour l'acheter. Sur scène, elle mêle poésie, chanson, composition d'univers sonore avec une créativité extraordinaire. Et quand elle écrit, on dirait de la musique. Et quand elle joue, on dirait de la poésie. Donc c'était naturel qu'on se retrouve pour un Poésie Club. Elle a créé aussi un spectacle, qui est d'ailleurs également un disque que vous retrouverez à la fin, qui s'appelle Femme Tatouage, dont elle a présenté des premières moutures, on va dire, lors de premières parties de concerts de Zao de Sagazan et de Clara Isé. C'était magnifique. Elle est lauréate d'un dispositif qui s'appelle Zoom Poésie et Musique, qui est soutenu par Clara Isé, par la SACEM et par le Printemps des Poètes. Et donc, voilà, tout naturellement, Zoom ensemble ici, au Poésie Club. Et pour commencer cette soirée, une voix, la plus importante voix d'Haïti, vivant aujourd'hui en France, Louis-Philippe d'Alembert. Sa première particularité, c'est qu'il n'a pas de téléphone portable. Ça existe encore.
Donc ça, si on n'est pas poète, je vois pas ce que ça peut être. Donc pour le joindre, c'est un peu compliqué, mais il répond très vite à ses mails. Et je ne peux pas citer tous les livres qu'il a écrits parce que vraiment, il y en a plusieurs dizaines. Je ne sais même pas les compter. Donc, ils sont extrêmement nombreux. Il a écrit des poèmes, des nouvelles, des essais, des romans. Il a une vie de multiples voyages. C'est un peu un voyageur vagabond, Louis-Philippe. Il a vécu à Port-au-Prince, il a vécu à Berlin, à Rome, à Jérusalem, maintenant à Paris, et j'ai peut-être oublié certaines villes. Il parle plusieurs langues, alors couramment le français, le créole, l'anglais, l'espagnol, l'italien, à peu près couramment le portugais, l'allemand et l'hébreu, et puis il apprend plein d'autres langues. Donc voilà, hyper impressionnant. Et pour finir de vous impressionner, il a eu en 2024 le prix Goncourt de la poésie, ce qui est un peu le prix Nobel pour les poètes. Son dernier recueil, je cite le dernier avec ce titre magnifique, oxymore, L'obscur soleil des corps aux éditions Bruno Doucet. L'occasion de remercier les éditions Bruno Doucet sans qui il y a plein de poètes qu'on ne pourrait pas découvrir. Toujours ces livres un peu carrés, zébrés, si vous les voyez. Alors souvent, ils sont plus colorés que celui-là qui est noir, mais il est magnifique. Et Louis-Philippe vient de publier un nouveau roman chez Robert Laffont, « Je n'ai jamais dit papa », qui est un texte assez bouleversant sur la paternité. Mais ce soir, c'est poésie. À toi la parole. Je m'éclipse. Merci. Merci beaucoup Rima, et merci à vous et à toutes et à tous. C'est toujours très très émouvant pour moi d'être ici parce que en fait je suis entré en France en passant par la Lorraine. J'ai fait ma licence à la fac de Nancy 2 pour celles et ceux qui connaissent. Après je suis monté à Paris comme tout le monde en fait. Donc voilà. Je commence avec un texte intitulé Voyage. Quand j'étais jeune, je rêvais de vivre à Paris, New York, Rome, Jérusalem, Dakar ou Santiago. Maintenant que j'ai vécu à Paris, à Rome, à Jérusalem, que je connais New York, Dakar et Santiago, je rêve des lumières absentes de la ville natale. Quand j'étais jeune, je rêvais de vivre ailleurs, partout, quelque part dans le monde. J'enfourchais alors une branche d'arbre où l'une des nombreuses étoiles de la nuit caraïbe, vaste et profonde, comme seule en invente l'enfance, et je m'envolais, loup-garou insouciant et végétarien, loin de mon quartier, loin de ma ville, avant que les notes fausses d'un coq, trahi par ses cauchemars, ne viennent m'arracher au tiède clin d'œil des premiers rayons du soleil. Quand j'étais jeune, je rêvais de voyager la vie, je partirais vers un monde sans fin, où les lumières auraient emprunté leur éclat à nos rêves d'enfants, aux reflets argentés de la mer au soleil, à l'eau de la ravine qui accueillait nos ébats clandestins le lendemain des jours de pluie, aux avions dans l'envol matinal se confondaient avec la saison des cyclones. Maintenant que je connais le monde et la beauté de ces femmes, les yeux rieurs de ces enfants, l'arrogante impuissance de ces hommes, maintenant que j'ai vécu partout, je rêve de vivre chez moi. Maintenant que j'ai voyagé, que je voyage jusqu'à en avoir le tournis, maintenant que mes pas ont emprunté leur rythme au battement d'ailes sans fin du colibri, l'envie me prend parfois de descendre en cours de route et de rentrer chez moi, de retrouver l'enfance sous le vieil acajou pour une partie de billes ou un corps à corps gorgé d'orgueil. Maintenant que j'ai voyagé, que je voyage la vie, j'ai envie par moments
de m'arrêter comme lorsqu'enfant, nos semelles vagabondes nous ramenaient à la maison dans l'espoir de troquer la sueur, la poussière et la faim contre une bonne douche, des vêtements moins crasseux et un hypothétique repas. J'ai envie de tout arrêter et de rentrer au pays de l'enfance, mais j'ai perdu le chemin du retour. Quelques rapaces, amblyopes et gourmands, aura gobé les cailloux que j'avais oublié de semer. La peau que j'aime. J'aime la peau. La peau qui craquelle, la peau qui vergéture, la peau qui fissure, la peau fluctuate nec mercitur, qui s'étire, plie et ne rompt point, qui porte en bandoulière ses flétrissures, toute honte bue, la peau qui s'est colletée à 1001 blessures sans se rompre jamais, la peau qui pèle de temps de guerre avec la vie. J'aime la peau lisse, de fleurs à peine écloses, la peau vierge de toute égratignure, la peau au sourire de jet dans le noir, tour à tour mate et luisante, la peau albâtre et rose, la peau bridée d'inexpérience et de pudeur mêlée, prête à changer au moindre émoi de grains et de couleurs. La peau vitrine sur l'intime, la peau aux allures de princesse dans la fange la plus crasse, la peau salope vautrée dans la soie. J'aime la peau marinée de luxure et de curiosité, la peau qui ne chichite point, qui roucoule toute elle au soleil d'autres peaux, la peau qui s'étourdit de plaisir à y laisser le cuir, la peau qui grince et continue d'avancer, la peau de vieille carrosserie toute pleine des lustres d'antan, la peau qui nostalgise sans amertume aucune, la peau éternelle assoiffée qui dit hier mais pense aujourd'hui plus que demain, la peau qui vit si m'en croyez, la peau hic et nunc, la peau d'impatience parée, ivre toujours de remonter le savoureux combat du sang. J'aime la peau aux effluves d'ylan et de vétiver, la peau saline au parfum de citronnelle au petit matin, ou quand le jour hésite, tergiverse, avant de basculer dans la nuit, la peau à l'odeur musquée des mangues de l'enfance, la peau aux senteurs de fruits exotiques, telle la pomme ou la pêche en cuisson, la peau de thé vert aromatisé d'ailleurs, la peau au relent de sueur, puis de jasmin et de bougainvilliers. J'aime la peau, par-dessus tout, qui a vécu la peau, qui s'est frottée avec allégresse contre 1000 autres peaux, la peau qui est peau. J'aime ta peau. Je vais terminer par un texte en créole et vous allez voir, vous allez parler créole aussi parce que vous allez m'accompagner. Et quand je tends la main, vous allez dire titac, pas titac. On fait un essai? Ça veut dire goutte à goutte. Titac, pas titac. La vie Port-au-Prince pralé. Portrait corallin, vague la mer, ma connaît en mettant flamme soleil. Port-au-Prince dégrenin, tant qu'au mauvais la pli, qui refusait tomber, même si au bal bonbon, fait jardin fil à langue pour grand monde qu'a plein, fait gouttière fil à langue pour petit monde pas baigné, graine pas graine,
Port-au-Prince, quand t'es mort, portrait Macon, zombie, subitation grandon, graine par graine, fait yon bonne, goudou goudou, yon bon monde prend la ri, pas gen bonne ni rara, goudou goudou, yon bon monde prend danser, on dernier coup de tambour, yon rabodaille, fiel bœuf, pac pitak pitak, pac pitak pitak, pac pitak pitak, pac. Graine par graine, c'est pas youn, graine par graine, c'est yon dal corps en bas dalle, fait que toute la tête graine, des pieds bois de chaîne en chaîne, chemin des dalles en bas dalle, dalle béton, color roche, dalle béton coulé raide, puis raide, passer de l'eau chèche, nanger ville Port-au-Prince. La vie Port-au-Prince pralé, figil collé, piécé, bas des max syphilis, portrait nam, jeune garçon, chagrin d'amour fenet, chérie, signe terremer. À la belle, nous ta belle. Nous ta belle toute coulée, ta fleuri coubelé, leur saison possession, coucant des lames d'Elmas, zaman à caïmite, dans mémoire sans canson, nous t'a tiré l'obé, dans de l'eau, ravine pintade, vlopé axel l'avion, fait l'aviron dédé. La vie tinègue pralé. Si nous t'es compté, nous t'a guettant bien loin, chérie, moins pas ta loin, nous t'a guet million 20, mais la vie, je retiens parce qu'elle n'est pas compter. La vie Port-au-Prince pralé. C'est pas date n'a roulé, c'est pas date n'a débattre, c'est pas date nous déro abdomi en bas paille. Abdomi sans souper, chercher pain et la sirène. Mais c'est à toi nous l'aide, l'ennui de l'enlou, passons que ça excelle. Chérie, viens nous d'amour, pour nos belles toutes coulées, pour moi mais autant couillet, tant qu'on bousin souraille. Bon d'or te mettre faux beau, m'a fait mais j'aime rêver, et puis ma robe pi belle, n'a gouillé sans arrêter, et puis on va lever, et puis ou avait une pi belle, passer la reine soleil. Titac, patitac. Titac, patitac. Merci en pile. Merci, quel début tonique. Alors, léger réglage technique, on va... Je sais plus comment on le met. Ah si, tout simplement comme ça. Juste pour pas que vous l'ayez trop près. Je voulais maintenant vous présenter, mais vous la connaissez déjà ici, Cécile Coulon, fidèle de mes Poésie Club. Alors, elle, sa spécialité, qui est moins commune chez les poètes que de ne pas avoir de téléphone portable, parce que non seulement elle en a un, mais elle passe sa vie sur les réseaux sociaux. Oui. Et c'est la course à pied. Ah, ça, vous l'avez pas vu venir. En fait, non seulement Cécile Coulon est une fantastique écrivaine, mais elle est aussi extrêmement sportive. D'ailleurs, sa thèse qu'elle avait faite en lettres, c'était sur le sport et le corps dans la littérature française. Ça, on a envie de le lire. Il faudra le publier un jour, cette thèse. Elle aussi, je ne peux pas lister tous ses romans. Figurez-vous que son premier roman, elle l'a écrit à l'âge de 16 ans. Donc on ne peut pas les compter non plus. Une jeune prodige de l'écriture. Elle est née à Clermont-Ferrand. Elle reste très attachée à sa région d'Auvergne. Et elle a reçu le prix Apollinaire en 2018 pour son premier recueil, Les Ronces, dont elle va vous lire certains extraits. Et elle est publiée en poésie aux éditions Le Castor Astral, que je veux vous citer aussi parce que c'est mon deuxième éditeur préféré de poésie avec les éditions Bruno Doucet. Donc là aussi, des couleurs chatoyantes qui iront très bien dans votre bibliothèque et des auteurs, des autrices extraordinaires, une langue d'aujourd'hui qui est toujours très originale, à la fois simple et pleine d'émotions, très visuelle, très musicale. Ils savent choisir des auteurs où, moi je sais, les yeux fermés, je vais prendre les nouveaux auteurs, le Castor Astral, et je vais aimer. Je vais tout aimer. Le dernier recueil de Cécile Coulon, Retrouver la douceur, elle va
peut-être pas en lire là, mais je vous le recommande absolument. Moi, il quitte jamais mon sac. C'est-à-dire, je vais au Liban avec, je reviens du Liban avec. Il est toujours sur ma table des chevets. C'est mieux que tous les antidépresseurs du monde, ce recueil-là. Et puis, je pourrais citer tous les autres, en l'absence du capitaine que j'ai dans les mains, Noir Volcan et tant d'autres. Voilà, tout est magnifique. Cécile Coulon. Alors Thionville, mais quel plaisir d'essayer d'acheter un appartement chez vous. Je vais vous lire un poème qui vient des Ronces, qui est le premier poème qui ouvre les Ronces, qui s'appelle Les Frites. Pourquoi je vous lis ce poème ? Parce que normalement, les Ronces auraient dû s'appeler Les Frites. Mais il est sorti il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, en France, on n'appelait pas un recueil de poèmes Les Frites. Parce que ce n'était pas assez sérieux. Et je vous lis ce poème parce que... et ce poème qui a été choisi au moment de la publication pour ouvrir ce recueil, c'était ma définition de ce qu'est la poésie. Et cette histoire a eu lieu il y a donc plus de 10 ans dans la très belle mégalopole de Clermont-Ferrand. Ça a commencé à cette heure si particulière du soir où la fin d'un jour bouscule le début d'un autre. Je suis sortie sous la pluie, j'avais faim. L'orage déversait sa grêle chaude sur les volets battants. Et personne ne marchait dans les rues qui suintaient jusque sur la place en contrebas où la fontaine débordait. D'habitude, des chiens osseux se baignent dedans, mais là, pas d'aboiement, pas de sifflet, la nuit, la pluie, la chaleur. J'ai traversé. Un type m'a fait signe de l'autre côté, les 2 doigts sur la bouche entrouverte, pour me demander si j'avais quelque chose à fumer. Alors j'ai lancé une main ouverte et battante, comme les volets, pour lui signifier que non, et j'ai continué, le visage enfoncé dans un pull trop long, les cheveux pleins de cette odeur d'une journée qui n'en finit pas. Devant l'enseigne, une jeune fille en jupe rose et un type avec une coupe de cheveux qui rappelait les meilleurs moments d'Agnès Varda. Ces 2-là attendaient leur tour pour commander un kebab avec supplément fromage. La fille regardait l'écran plat fixé au mur qui diffuse des clips de pop américaine. Et le gars a attrapé une bouteille de soda derrière lui en se retournant avec souplesse. Quand ils ont payé, le patron m'a lancé « Pardon pour l'attente », alors que je venais d'arriver. Et ça m'a fait sourire. Une barquette de frites avec du ketchup, ça marche, vous pouvez attendre à l'intérieur. Alors j'ai attendu, debout contre le réfrigérateur devant des bacs de salade vides. C'est là qu'un homme, trempé jusqu'aux os, est arrivé. Je me suis poussée pour le laisser passer. Ses vêtements dégageaient un parfum de ciment et d'alcool bon marché. Ses cheveux ras, gris, retenaient l'eau comme la surface des champs à 4 heures du matin. Il a commandé. Et au moment où j'allais payer mes frites, il m'a fixée avec des yeux plus ronds que des becs de flamant rose, la bouche molle des hommes qui boivent un peu trop, mais qui assument. Il m'a regardé longtemps et a bégayé « Je ne sais pas quoi vous dire ». Au début, j'ai cru qu'il se fichait de moi. Comment ça ? Il a inspiré un grand coup comme si chaque mot lui arrachait la moitié d'un poumon. Vraiment, je ne sais pas quoi vous dire, mademoiselle. Le type derrière le comptoir écoutait d'une oreille en remplissant les bacs de frites industrielles. Alors, vous n'êtes pas obligé de me dire quoi que ce soit, j'ai répondu en secouant mon pull. Je ne sais pas quoi vous dire parce que je sais qui vous êtes. Je rappelle que nous sommes à Clermont-Ferrand. La pluie faisait des sillons légèrement irisés en tombant de son crâne sur l'arête du nez. Et je ne savais pas quoi dire non plus. Minuit n'était pas loin. Je venais chercher de quoi tenir jusqu'au matin. Et ce type,
parfaitement ivre, mais sain d'esprit, semblait sur le point de s'effondrer. « Ah oui, je sais qui vous êtes, vous écrivez des livres. Comment vous faites ?»« Comme je peux. » Il s'est donné une tape sur les genoux, et puis d'un seul coup, des larmes, de la sueur, de la pluie qui vient de l'intérieur, quelque chose d'humide et de sincère a voilé son regard déjà noyé de solitude et de nuits bizarres. Il s'est tourné vers le type qui dépliait des barquettes oranges avec une précision de chirurgien dentiste. « Ah, je peux vous dire que je ne me suis pas mouillé pour rien, moi, ce soir. » Dans mon dos, le réfrigérateur ronronnait. Un léger sourire s'est installé naturellement entre mes fossettes et sur le comptoir, mes frites étaient prêtes, bien empaquetées. J'ai sorti une pièce de 2 € et l'homme tout mouillé m'a dit « J'aimerais vous offrir des frites, si ça ne vous dérange pas. » J'ai soupiré et j'ai laissé ma pièce entre lui et moi. J'ai tendu la main, il l'a serrée. « Merci, monsieur. » Et je suis sortie, mon baluchon de frites au poignet. Sur le chemin du retour, l'odeur caractéristique d'huile de friture a envahi mes narines, mes cheveux et mes vêtements. Je ne reverrai probablement jamais cet homme. En tout cas, pas comme cela. Depuis hier, je veux écrire sur lui, parce que je me demande qui de nous deux, dans quelques mois, dans quelques années, sera trahi par l'image qu'il s'est construite du monde extérieur. Sera-t-on encore quelques-uns à se serrer la main à cette heure-ci du soir pour une barquette de frites tièdes et un coca sans glace ? Je voudrais que la poésie soit aussi naturelle à ceux qui m'entourent que l'émotion qui jaillissait cette nuit-là, devant cette place, avec cette facilité improbable des moments qui n'auraient pas dû être, qui furent tout de même mal fichus, débordant de grâce et de paroles impossibles. Merci, et je vais vous lire un deuxième poème, un second poème, qui vient d'une conversation que j'ai eue dans un bistrot d'un petit village d'Auvergne que je vous conseille de visiter, qui s'appelle Saint-Saturnin. Et je ne dis pas ça parce que mes parents sont au conseil municipal. C'est juste très très joli. Néanmoins, j'ai eu une conversation avec un type qu'on appelle tous ensemble un boomer. Voilà. Et vous pensez que je me moque, mais pas tant que ça, parce que il se trouve que cette conversation a donné lieu à ce poème. Poème qui s'intitule « Tendrement ». Tu considères que tu as atteint cet âge, ce moment de ta vie où enfin tu es raisonnable. C'est vrai, tu te le dis souvent, le soir, en décapsulant une bière, en éteignant la lumière sur la table de chevet, en vérifiant que les portes sont bien fermées, tu te dis que tu n'es plus la même personne. Tu as changé. Maintenant, tu es certain que tu es fiable, constant, d'une nature stable. Tu connais tes défauts, tu sais exactement que tu ne veux pas, comment dis-tu déjà, t'emmerder avec les problèmes des autres. Tu sais que tu es, comment dis-tu déjà, bien tranquille chez toi et que la télévision, le journal, les amis le dimanche au bord d'un lac autour d'une table de restaurant, ça te convient, c'est presque suffisant. Tu considères que tu as atteint cet âge, ce moment de ta vie où enfin tu es en sécurité. La maison est payée, les enfants sont grands. Ta femme te laisse un espace dans le garage, une pièce dans la maison pour que tu puisses entreposer des choses de l'enfance.
de l'adolescence, des objets d'un temps où tu avais en toi une tumeur énorme qu'on appelle passion. Tu as une partie du garage, un tout petit bureau, une vitrine dans l'entrée qui témoigne de cette période, un mausolée pour te souvenir que tu fus animé par d'autres feux que ceux de la résignation. Je t'ai vu 1000 fois. Je t'ai entendu renifler derrière la cloison. Je t'ai entendu composer le numéro de quelqu'un que tu as aimé et dont tu aimerais entendre la voix, mais tu n'as pas appuyé sur la touche téléphone vert pour lancer l'appel. Je t'ai vu dans la rue, devant la boulangerie. Tu souris timidement quand on te rend la monnaie. Je t'ai vu tous les samedis soirs sur la place du village, dans les fêtes de voisinage, sur les parkings des supermarchés. Je t'ai même vu baisser la tête devant un couple d'adolescents qui s'embrassaient. Et je t'ai vu souvent lever les yeux au ciel quand le film était coupé en plein milieu par les publicités. Je t'ai entendu dire qu'aujourd'hui, ça va. Tu n'es pas heureux, mais ça va. C'est ta phrase préférée. Et je sais que cela fait mal de n'être qu'une ombre parmi les ombres. Je sais que cela fait mal de n'être qu'un chiffre dans un nombre. Je sais que cela fait mal, atrocement mal, de se répéter chaque matin que tu n'as plus l'âge de ces choses-là. Qu'aujourd'hui, les choses vont comme elles vont, et après tout, tu as de la chance, tu as bien de la chance d'en être arrivé là. Je sais que cela fait mal d'avoir des rêves coincés en soi comme des cales dans une porte. Je sais que cela fait mal de penser qu'on ne sera plus jamais amoureux comme avant, parce que tu as pris du ventre et des idées noires, et tu as peur de ne pas t'en sortir, au lit et ailleurs. Je sais que cela fait mal, mais crois-moi, mon vieux, mon grand, tu y arriveras de nouveau à vivre tendrement. Merci. Je crois que Rima voulait me laisser seule avec vous un petit peu. Parce que la chanson, c'est aussi de la poésie. Voici ma chanson. Là sur la photo, ta blancheur domine. Regard aguicheur, le cliché sublime. Un été de plus, et ta vie qui se noie. Juste comme ça. Bouton en arrière d'un pull qui dessine toute la rondeur de ta peau sans épines, ta gorge d'amande et l'homme qui te voit juste comme ça. Ton sourire pâle dans les magazines, jeune fille en larmes au teint de cocaïne. Tu t'enfuis comme tu souris comme ça. Mécanique dure de ton corps en détresse, ton cri à l'allure d'un grand SOS. Tu t'enfuis comme tu souris comme ça, comme ça. Comme ça. Ton nom sous un pseudonyme, enterré au fond d'une terre orpheline, l'année où le monde t'a pris dans ses bras, juste comme ça. Dans ton bain de rose et d'amphétamine, ton cœur se repose, le reste est aspirine. Seul au fond du jour, c'est
la vie qui se noie, juste comme ça. Ton sourire pâle dans les magazines, jeune fille en larmes, teint de cocaïne. Tu t'enfuis comme, tu souris comme ça. Mécanique dure de ton corps en détresse, ton cri à l'allure d'un grand SOS. Tu t'enfuis comme, tu souris comme ça. Mécanique dure de ton corps en détresse, ton cri à l'allure d'un grand SOS. Tu t'enfuis comme, tu souris comme ça, comme ça. Comme ça. Marie Sigal. Merci. Maintenant, c'est le tour d'Alix Leral, qui est la plus jeune de nous tous ici, qui est née en Isère, dans une région magnifique qui s'appelle les Terres Froides, mais qu'elle a réussi à réchauffer avec la poésie. Elle a été prix de la vocation poésie en 2022 pour ce recueil bleu. Faut-il des murs pour faire une maison? Alors, c'est une question d'ailleurs qui me hante depuis cette guerre nouvelle au Liban, puisque beaucoup de maisons sont détruites et que nous, on s'efforce à l'Orient-le-Jour, pour les villages du sud Liban d'ailleurs, de récolter un maximum d'archives, d'images, d'histoires, de mémoires pour reconstituer ces maisons sans leurs murs, par la mémoire de leurs habitants. Ce recueil ne parle pas de ça, mais il est magnifique et ça me permet de parler de Chêne Édition, CHEYNE, magnifique éditeur aussi de poésie avec des livres qui sont des objets absolument élégants et magnifiques à tenir en main en plus de les lire. Elle est maintenant publiée au Castor Astral, que je vous ai déjà présenté. Du verre entre les doigts, en fait, c'est un roman, mais c'est aussi de la poésie, parce qu'il est écrit en vers libre. Et que pour moi, c'est de la poésie. Ça parle d'une famille dysfonctionnelle, mais pas que, qui ne l'est pas. Et je ne vais pas en dire beaucoup plus, parce que c'est mieux de l'écouter. Alix, à toi la scène. J'allais partir sans son livre. Avec son livre. Voilà, je m'embrouille. Je suis ingé son aussi. Alors, je vais vous lire deux textes différents. Le premier est un inédit, mais j'ai enregistré une sorte de court-métrage, donc il va être accessible en ligne sur un format qui s'appelle Appelle-moi Poésie dans quelques semaines, je pense. Et ça s'appelle Château d'enfance. Et ensuite, je vous lirai un extrait du verre entre les doigts. Enfant, on jouait. On se cachait dans les blés, les hautes herbes touffues, d'été, d'automne, on rampait entre les rangées. Dans les champs striés, symétriques, bien en ordre, on venait plier les blés. Tout un après-midi jusqu'à se rendre compte de la quantité de chenilles autour de nous, qui s'étaient collées sur nos habits, dans nos cheveux. On bouffait des pesticides
sans le savoir. La bouche ouverte, on riait dans le blé, dans la misère maigre des paysans du coin. Enfant, on était sans genre. On jouait dans des cabanes de branches mortes, dans des pantalons rapiécés qu'on avait le droit de salir. Nos chaussures étaient toujours un peu trop grandes pour les pointures à venir, même quand ça faisait des mois que je ne grandissais plus. Enfant, on était minuscules dans les yeux des adultes qui buvaient tout autour de nous, le vin rouge et la bière amère balancés au fond des gorges, vite, vite, à toute vitesse absorbée, car la vie est si compliquée et on ne veut pas craindre le soir, craindre la petite musique qui nous pèse quand la nuit descend sur nos âmes, quand la journée va finir, surtout qu'elle va recommencer. Enfant, on se demandait comment est la vie dans un autre corps, dans une autre maison, dans un corps qui prend les gifles, qui ne mange pas à sa faim, enfant. On cherchait des réponses à l'injustice absurde du monde. On cherchait longtemps dans les histoires comment expliquer cela et on finissait bien nos assiettes jusqu'à la nausée, car loin là-bas, dans une vie qui n'est pas la nôtre, des enfants vont mourir de faim. Aujourd'hui, je ne mange plus. Je ne mange que sur le fil des rasoirs, sur le bout de l'ongle rongé. Je suis incapable de différencier la faim de la nausée. Dans mon ventre, tout se ressemble, se rassemble et se serre. Et je pense aux enfants, oui, souvent. Morts de faim aux enfants, morts, oui, sous les décombres des guerres. Enfants, nous jouions à la guerre. La guerre était une distraction, un fantasme. La guerre, une abomination. Nous le savions et presque nous pouvions ressentir toute l'indécence contenue dans ces figurines qu'il nous offrait. Figurines guerrières. Et nous aimions ces jeux où il fallait tuer, mourir, et la bataille navale. Et enfants, nous étions si satisfaits d'avoir perpétré nos petits massacres. Nos morts en miniature, les cow-boys et les indiens, les pirates, les soldats de plomb, le petit tank que j'ai encore, avec lequel mon père avait joué avant moi. Enfants, nous jouions à la guerre. Aujourd'hui, nous défendons nos corps violés sur des matelas, dans des draps qui sont les nôtres, par des hommes qui nous aiment pourtant. Enfants, nous n'avions pas de genre. Enfants, nous avions des cabanes, oui, de bois mort et de vieilles planches qui traînaient dans le jardin, pleines de clous rouillés qui déchiraient nos vêtements sales. Nous jouions dans les fourmilières. Certains étaient violents, d'autres attendris. Enfants, nous ne connaissions pas le mot cruauté, mais nous en savorions le sens. Chaque fois qu'on nous tirait les cheveux forts dans les toilettes, chaque fois qu'on pleurait la moquerie, les escargots écrasés et les humiliations. Enfants, certains étaient cruels. Mais tous, toutes, nous subissions. Enfants, nous avions des amours, source de reproches. Filles, il fallait aimer les garçons. Garçons, il fallait aimer les filles. Il fallait faire quelque chose de juste de notre capacité d'aimer. Enfants, nous avions déjà compris que certaines règles seraient à respecter, que certaines choses seraient à taire. Enfants, nous aimions d'autres enfants qui avaient des secrets, qui avaient sur leur peau des traces d'hommes, venus les caresser le soir, le matin, dans la chambre, dans la piscine, dans les toilettes, dans les vestiaires.
Enfants, nous ne pouvions pas savoir. Mais parfois nous le sentions. Nos nuques se tendaient, nous faisions des cauchemars qui duraient toute la journée. Quelque chose en nous avait peur. Enfants, nous jouions à être des hommes, des femmes, des adultes. Et dans certains jeux déjà, les choses commençaient à changer. Nous jouions à trimballer des bébés en plastique. Nous faisions semblant de cuisiner la dinette, quand d'autres jouaient à conduire des voitures. La vie des adultes nous semblait si excitante, même quand ils se repliaient le soir sur leurs petites cicatrices. Même quand ils rentraient, passaient la porte en criant leur journée, leur malheur et la perte de sens effroyable qui les tétanisait, qu'il ne fallait pas admettre. Pas admettre, non, et on rouvrait la bouteille. Enfants, nous n'avions pas de genre. Aujourd'hui, on nous dévisage, on nous nomme mesdemoiselles, on nous lèche des yeux quand nous entrons dans les bars pour nous saouler la gueule grave, comme le faisaient nos parents, comme le faisaient leurs parents, comme le font toutes les campagnes, toutes les villes, dans les bars tard, dans les cuisines éteintes. Nous sommes ensemble et ensemble nous nous occupons. Enfant, nous n'avions pas de genre, mais maintenant je sais. Maintenant j'ai appris la leçon, répétée par cœur jusqu'à l'implosion. Pas de genre, mais maintenant, je sais. Une proie. Voilà ce qu'est mon corps. Je le cacherai sous des vêtements jusqu'à ce qu'on ne puisse plus me voir. Et là encore, je rentrerai. Dans le bar, le café, à la poste, dans le métro, la rue, le soir, et ils m'appelleront Mademoiselle. Et je saurai que j'ai perdu. Je tombe. Je tombe sur le pas de la porte. Comme la mer, ce jour-là, les genoux, boum, contre le sol. Je tombe face au miroir, sans vitre et sans reflet. Je ne me reconnais pas. Je ne me ressemble pas. Je me suis perdue quelque part. Je me suis perdue loin d'ici. Dans ma tête, les choses n'ont pas leur vrai visage. Je cherche la photo du chien dans mes poches. Je cherche le visage du chien dans ma mémoire. Je ne trouve rien. On dirait qu'il est sorti de moi, qu'il s'est échappé de ma tête, qu'il n'a jamais existé. On dirait que je n'existe pas. Qui est la petite fille assise à l'entrée de la chambre ? La maison ressemble à une télévision cassée. Les couleurs ne sont pas à la bonne place. Les bruits ne sont pas les vrais bruits. Les enfants ne sont pas les bons enfants. Ce sont des enfants cassés. Où sont les enfants qui fonctionnent à l'endroit ? Les enfants qui savent encore rire, faire du bruit et trouver ça normal. Faire du bruit et ne pas s'inquiéter. Où sont les enfants qui savent encore ne pas s'inquiéter, qui ont sur leur visage les bonnes grimaces au bon moment, qui regardent dans les miroirs, sur les photos dans la maison, qui s'y trouvent à leur place. Où sont les enfants à leur place d'enfants ? Les enfants qui ne sont pas violents avec les autres, avec leur corps, avec le corps des autres. Et les roues des voitures, où sont les enfants légers ?
Nous ne sommes pas légers. Nous ne sommes ni enfants, ni adultes, ni grandes, ni vieux. Nous sommes petits, petites. Nous sommes grands, grandes. Nous sommes petites, grandes, vieilles. Ça veut dire que nous avons tous les âges. Ça veut dire que nous n'avons pas le choix. Nous avons déjà grandi. Nous ne ferons que vieillir. Petits, grandes, vieilles, ça veut dire que nous sommes quelque chose de différent de l'enfance. Quelque chose qui s'en rapproche, mais ce n'est pas ça. Nos cerveaux ressemblent à des machines cassées. Nous pleurons la nuit, nous faisons des cauchemars qui durent toute la journée. Nous n'avons pas de jeu, nous n'avons que des occupations pour essayer de ne pas penser, pour oublier, pour ne pas ressentir. Écoute-moi bien, je me souviens de tout. Ce que je raconte, c'est l'histoire de la maison, de nous dedans. Et je suis la petite fille, assise à l'entrée de la chambre. Merci. Maintenant, c'est le tour de Rim Battal, qui est née à Casablanca, qui est arrivée en France en 2013, si je ne me trompe pas. Et elle aussi, impossible de citer tous ses livres, tous ses recueils. Elle a récemment, enfin il y a 1 an, publié son premier roman, Je me regarderai dans les yeux, qui est sorti en poche et que vous trouverez là sur la table de la librairie, aux éditions Bayard, puis maintenant en poche, qui est un récit d'émancipation absolument remarquable, complètement irrévérencieux, percutant. Vous ne pouvez pas l'oublier une fois que vous l'avez lu. Et en poésie, retour aux éditions Castor Astral, dont je vous ai déjà parlé. Et je ne les ai pas tous, mais plein de couleurs là aussi, et de mots qui se déplient, qui se déploient avec beaucoup de force, et une émotion qui vous vrille le ventre. Donc Rim Battal, absolument à découvrir. Et elle vient de lancer, alors là, innovation totale, parce que Rim est aussi entrepreneuse en quelque sorte. Et vous avez peut-être des flyers quelque part, j'ai vu sur certains comptoirs, une application qui s'appelle Rim. Et c'est un studio d'écriture que vous pouvez emmener partout avec vous grâce à votre téléphone. Louis-Philippe, tu ne pourras pas, mais tu n'en as pas besoin. Ça vous aide à écrire, en fait, à entrer dans l'univers de l'écriture, accompagné par Rim. Donc, c'est comme un coach d'écriture que vous avez tous les jours au creux de votre oreille. C'est quand même magnifique. Mais elle vous en parlera mieux que moi. Rim, à toi, la scène. Bonsoir. Ça va être très difficile de passer après cette belle brochette de stars. Mais je vais essayer. On n'a jamais réussi à faire du feu avec une pomme, mais je lui ai tendu celle que j'avais dans la main quand il m'a demandé du feu. Une pomme verte un peu rouge, pas la pomme d'Ève, pas celle d'Adam. Une pomme qui tombe par la gorge vers l'estomac, fait sa route dans la nuit noire. Garde-la. Garde-la. J'aime te voir manger des pommes, m'a-t-il dit, et la pomme n'avait plus un goût de pomme.
Elle avait le goût d'une étincelle du feu qui prend hors de l'âtre. Crépitement, chaleur, sueur qui perle dans la discrétion du pull. Je hausse les épaules pour faire genre. J'ai tant aimé qu'il aime ça chez moi, fut-il ce geste simple. Manger une pomme. Je l'avais attendu, puis je l'ai vu venir, arriver de loin sur le sentier la nuit. Mes phares l'ont éclairé, c'est moi qui arrivais. Il est apparu dans le noir, comme une apparition, sur fond de buissons gris et d'arbres à toute épreuve. Mon cou avait picoté déjà, pas les papillons, quelques épines dans mes yeux, quelques épines dans mon cou, un warning sans doute. J'ai mis cela sur le dos de la route et de l'épuisement et des allergies. Attention aux chiens était marqué sur une plaque, sur une grille, sur un portail, mais aucun chien, ni aucun loup, ni aucun chat n'a pris la peine d'annoncer notre arrivée. J'ai aboyé, du coup. On n'est jamais mieux annoncé que par soi-même. Il s'est retourné et le regard qu'il a posé sur moi, ce regard, j'ai su direct qu'on allait danser. Zone inondable est mon corps, platine et sono poussés au max. Un moulin, c'est un moulin. Stroboscope, lumière à fond pour un contre-jour de 3 couleurs. Silhouette, quelque agitation, des gens partout. Voilà pour le décor. Lui, beau comme une apparition, piétine comme on lave une couverture dans un baquet, tourne à gauche, puis à droite, sourit à la lumière du stroboscope accroché trop bas. Je le regarde de tout mon corps, je le regarde de toutes mes épines. Il fait le moulin de ses poings fermés, pédale, rétro-pédale dans la lumière. Le rouge et le vert reviennent, mais bouillantes. Le bleu est totalement absorbé par 6 cheveux. 6 paires, à chaque fois qu'il s'y aventure. Mes yeux s'aventurent, ils précèdent mon corps. Ses bras en équerre, les pieds à reculons, le ventre en avant puis en arrière, la splendeur des mains qui se balancent et tapent l'une dans l'autre sans se rater, minuscule miracle de chaque instant, ses épaules qui tanguent, son menton qui se soulève, sourit à la lumière, sourit aux éléments, des nuées de moucherons se soulèvent en rythme. Il a vu que j'ai vu qu'il m'avait vu. Il vient vers moi. Moi. Tu ne danses pas? Tu ne danses plus? J'ai répondu et il y retourne. Il y retourne illico presto. Il y retourne à l'autre bout de la pièce pour m'exaucer, me lance un œil et comme un hameçon cet œil voyage dans ma direction, virevolte, atterrit sur ma poitrine, l'accroche et mes jambes tremblent et mes jambes flanchent, peur de ne pas me porter au nu que je désire, ne pas trouver le geste, attendre une éclaircie, mes pieds grattent le sol, font machine arrière, me mettent au pied du mur et dès que les quelques danseurs s'écartent, cèdent le paysage, je cours vers lui, taureau, ses yeux s'allument, toréador, ses yeux n'y croient pas, et je saute au plus haut, me projette dans les airs de toutes mes ailes, déploie mes élytres, plane comme dans un rêve, fonce vers lui, fonce vers ses bras avec ferveur. Et cette peur au ventre qu'il me manque, qu'il me rate, que je tombe devant lui au milieu de la piste, cisaillement intérieur et surbrise.
J'atterris pile poil à ma place. J'atterris pile poil à ma place. Son odeur me claque à la joue, y prend racine. La température de sa peau ivoire met en brun et en velours mat sa peau. Et dans la place, je prie pour qu'elle dure. Joue contre joue, 360 degrés, il me repose. Quand il me repose, je me repose. Mes pieds fendent le sol, ils prennent racine, s'enlisent. Je suis tendue et détendue à la fois, je m'écarte. Je saisis sa joie. Il riposte en fléchissant les jambes, lève les bras pour réponse. Bat de l'aile, je lui tourne autour, il me crie. Tu me tournes autour au sens propre. Je pense, oh, mais ne dis rien. Je rougis, moi qui ne rougis jamais. Son odeur s'insinue dans ma gorge, y prend racine, putain d'écharde. Miel et feu, reine et roi. Ses yeux sérieux, ses yeux rieurs qui rient sur l'île. Nous sommes une île exceptionnelle. Ses yeux se dérobent pour une pirouette valdingue autour de ma nuque. Je fonds comme un glacier. Nos jambes s'enchevêtrent, nos bras s'entrelaquent, nos avalanches. Il glisse, je gargouille, il déboule, je dégage. Il se plie, j'écarte encore, il enveloppe, je fioriture. Il chatoie jusqu'aux confins des territoires praticables sans artifice, jusqu'où son nez, ses yeux, ses oreilles et sa peau peuvent le transporter vivant et fertile, entier et sans contrainte, sans une parole, sans théorie aucune érudition nécessaire pour entendre le sens même de la présence, l'absorber. Aucune technique requise, aucun temple, aucune offrande pour propager les ultrasons de son être vers le tumulte de l'univers qui balbutie. Danse, de danse, danse, de danse, danse, de danse, danse avec ton foie, flambe, danse avec tes reins, de danse, fils de mes filles, dépense tes poumons, paye de ta peau, délivre-toi, étale-toi, étale ton corps en écho à ma voix qui t'appelle, t'appelle, dis ton nom, dis ton nom, dis ton nom, pur et délicat, dis ton nom. Dis ton nom, pur et délicat comme un coquelicot. Je mange pomme après pomme. J'aime qu'il aime ça. J'aime qu'il aime quelque chose que j'aime. J'aime qu'il aime que je mange, que je danse, que je vive. Je danse. Je ne danse plus avec les fesses. Je ne fais plus la maline. Je ne danse plus avec les seins. Je ne me contorsionne plus pour séduire. Je ne fais plus semblant d'être sage et pute à la fois. J'explose, je suis une femme affranchie, j'ai largué les amarres, j'étale tout. Je danse avec la totalité de mon être, j'échappe à mon corps s'écharpe pour me laisser éclore, mon corps se ferme à tous les codes, s'ouvre à l'infini, s'envoie en l'air comme une explosion atomique au sol. J'habite mes jambes, j'ai reconquis chaque parcelle de ma peau avec pour arme un tatouage. Je ne danse pas pour me mettre à mon avantage. Je ne danse pour exciter personne.
Je célèbre la vie qui me célèbre, la vie qui s'offre à moi, la vie qui m'avantage par le cadeau de la vie même. Je pense à mes morts. Je pense à mes morts. Je les célèbre à mon tour, les honore en disant leur nom à chaque nouvelle chanson. Je danse à leur mémoire. Je bois à leur santé. Je suis libre. Merci Rim. Voilà, le Poésie Club, l'ambition à chaque fois, c'est de vous faire découvrir toute cette diversité de langues de la poésie d'aujourd'hui. Pour encore beaucoup de monde, la poésie se réduit à ces poèmes qu'on apprenait au tableau quand on était petit et à quelques grands poètes classiques qu'on aime relire parfois. Alors qu'en fait, il y a une langue aujourd'hui, une langue de liberté, de désir, de colère, de rage, d'amour, de tous les sentiments de la vie mélangés qui claquent, qui pulsent, qui rencontrent magnifiquement la musique ou le silence et qui vaut le coup d'être découverte. Donc, merci d'avoir embarqué dans l'aventure. Je vous parlais de mon arrivée de Beyrouth en commençant et je ne pouvais pas terminer sans une pensée pour ce Proche-Orient, si lointain et pourtant si proche, avec tous ces drames qui s'y jouent depuis trop de décennies et qui se cumulent encore et encore avec là aussi un jour sans fin de mort, de destruction, de violence. J'ai essayé de trouver un texte qui disait à la fois l'absurdité et la nécessité de la poésie en temps de guerre. Et j'ai voulu vous partager le texte d'une poétesse palestinienne de Gaza que j'ai découverte d'abord sur les réseaux sociaux, parce qu'elle a commencé à écrire tous les jours des poèmes qu'elle publiait. Et maintenant, elle vient d'être publiée depuis quelques mois aux éditions Héros Limite en français, un recueil qui s'appelle Gaza, ô ma joie. Elle s'appelle Hind Jouda. Et je vais vous lire en arabe et Rim, qui est resté merci, va pouvoir traduire. ماذا يعني أن تكون شاعراً في زمن الحرب؟ Que signifie être poète en temps de guerre? هذا يعني أن تعتذر. Cela signifie s'excuser. أن تكثر من الاعتذار. Abonder en excuses. للأشجار المحترقة. Pour les arbres brûlés. للعصافير التي بلا أعشاش. Pour les oiseaux sans nid. للبيوت المسحوقة. Pour les maisons pulvérisées. لشكوك طويلة في خاصرة الشوارع. Pour les longues crevasses au flanc des rues. للأطفال الشاحبين قبل الموت وبعده. Pour les enfants pâles avant et après la mort. ولوجه كل أم حزينة. Et le visage de chaque mère triste. أو مقتولة. Ou tuée. ماذا يعني أن تكون آمنا في زمن الحرب؟ Que signifie être en sécurité en temps de guerre? يعني أن تخجل. Cela signifie avoir honte. من ابتسامك. De ton sourire. من دفئك. De ta chaleur. من ثيابك النظيفة. De tes vêtements propres. من ساعات مللك. De tes heures creuses. من تثاؤبك. De ton bâillement. من فنجان قهوتك. De ta tasse de café. من نومك المستقر. De ton sommeil paisible. من أحبائك الأحياء. De tes proches toujours en vie. من شبعك. De ta satiété.
من الماء المتاح de l'eau disponible, من الماء النظيف de l'eau potable, من قدرتك على الاستحمام de la possibilité d'une douche, ومن المصادفة بأنك ما زلت حيا. du hasard d'être encore en vie. يا إلهي Oh mon Dieu, لا أريد أن أكون شاعرة في زمن الحرب. je ne veux pas être poète en temps de guerre. Merci de votre écoute jusqu'au bout. Pour terminer, j'invite Louis-Philippe, Alix, Cécile à nous rejoindre parce que la poétesse libanaise qui a le plus accompagné ma vie, c'est André Chédid. Et bien qu'elle ne soit plus de ce monde, ses poèmes, eux, sont là pour l'éternité. Et je voulais vous faire entendre à plusieurs voix Terre secrète. Ne te détourne pas, mon histoire est la tienne. Chaque poète porte au cœur le cœur de celui qui écoute. Comme toi, j'ai touché à cette terre, et patiente, la vie s'est cherchée en mes yeux. Ai-je su en détenir l'image et l'innocence? Et dis, que nous manque-t-il pour dénouer l'unique chemin? Saison, saison, visages qui n'êtes jamais égaux. Fleurs, nuit et merveilles sitôt englouties. Tout se profile et il n'est pas d'issue. L'erreur, puis la rosée. Pour toute joie, sa déroute. Si le souffle s'affadit, d'autres feux se lèveront. Je suis le poursuivant. Jamais je ne délierai l'anneau. Pourtant, des forêts entières naissent au bord du fleuve et meurent sans tumulte contre la terre retrouvée. Les sables de la folie, soudain réconciliés, s'abandonnent aux rives du retour. Je suis le poursuivant. Je vais. Telle est ma route. Notre pays est nulle part. Et nous, ce peu de souffle dans la main étroite du temps. Et nous, ce peu de souffle dans la main étroite du temps. Et nous, ce peu de souffle dans la main étroite du temps. Et nous, ce peu de souffle dans la main étroite du temps.
Notre pays est nulle part. Et nous, ce peu de souffle dans la main étroite du temps. Merci Thionville, merci Pascal Didier, merci au puzzle, merci à la ville, à tous ceux qui soutiennent Des mots et débats. Merci à vous, merci aux éditeurs, merci aux libraires, merci aux bibliothécaires, merci à tous ceux qui soutiennent la poésie. Merci infiniment, Rima. Merci Marie, merci Alix, merci Rim, merci Cécile, merci Louis-Philippe. Rendez-vous au bar, rendez-vous à la librairie. Il y a un chapeau et on se retrouve le 4 septembre avec Charlotte Casiraghi.